Les Femmes Sages est réalisé grâce au soutien de Physimed, Harmonie Mutuelle et la Mutualité Française Grand Est. Tout comme ce podcast, leurs actions visent à ouvrir le champ des possibles en matière de santé des femmes, et nous les en remercions. Nous entendons le murmure de ces femmes sages et nous les écoutons. Elles sont gynécologues, sages-femmes, ostéopathes, psychologues, historiennes. Toutes œuvrent à leur façon en faveur d'une prise en charge globale de la santé des femmes. Ce sont des femmes sages, car de par leurs expériences, leurs histoires de vie, elles ont quelque chose à transmettre. Elles ouvrent notre champ des possibles. À nous, femmes, patientes, thérapeutes, elles montrent le chemin vers une autre réalité. Elles prouvent par leur pratique quotidienne qu'une autre santé est possible. Dans la prise en charge globale de la santé des femmes, c'est l'aspect homéopathique qui nous intéresse aujourd'hui. Homéopathie qui est régulièrement remise en question. Dernier assaut en date, et pas des moindres, le déremboursement qui sera total à partir de janvier 2021. Christelle Bénard-Charvet, vous êtes gynécologue, obstétricienne et homéopathe. Vous intervenez au centre de santé MGEN à Lyon et enseignez en école d'homéopathie. Vous expliquez vous-même qu'au début de votre exercice, vous étiez sceptique quant à l'homéopathie. Quel a été votre cheminement pour finalement devenir gynécologue homéopathe ? J'ai commencé par une carrière chirurgicale dans les hôpitaux. Et dans les hôpitaux, quand on fait de la chirurgie, on n'est pas tellement sensible à des pratiques comme l'homéopathie. Je voyais un petit peu les sages-femmes qui en donnaient. Elles donnaient des granules aux patientes que je suivais. Et ça m'amusait beaucoup et je les laissais faire parce que j'avais déjà la perception que ce n'était pas dangereux. Et puis, je me suis installée en libéral en 1993. Et une des premières patientes que j'ai vues m'a dit, je vous consulte parce que j'ai mal au sein avant mes règles. Et je me suis sentie complètement idiote parce que je ne savais pas comment prendre en charge cette pathologie qui avait l'air de déranger beaucoup cette personne, mais qui ne faisait pas partie des consultations hospitalières. Et étant chirurgienne, bien évidemment, je me suis dit, je peux quand même pas lui enlever ses seins puisque c'était quand même excessif. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et je lui ai prescrit des progestatifs à l'époque. Et j'ai revu la patiente 6 mois après et elle m'a confirmé que mon traitement avait été particulièrement inefficace avec en plus des effets secondaires, mais qu'elle avait pris un médicament homéopathique et que tout était rentré dans l'ordre. Et à l'entendre, je me suis dit comment, après 13 ans d'années d'études, je peux ne pas connaître des médicaments remboursés et manifestement efficaces. Et puis comme j'étais accoucheur, je suivais beaucoup de patientes qui accouchaient pour la première fois et elles étaient elles aussi prises en charge par un médecin homéopathe qui donnait ces fameux granules et j'avais vraiment l'impression que ces femmes se mettaient en travail beaucoup plus facilement. Alors même si j'avais autant de césariennes que dans mon exercice précédent, j'avais vraiment l'impression que le début du travail se passait mieux. Il y avait moins de faux travail et ça, en tant qu'accoucheur, moi, ça m'intéressait beaucoup parce que le début du travail, c'est le respect de la physiologie et que j'avais l'impression que cette pratique aidait les patientes à mieux vivre leur accouchement. Et alors, l'homéopathie, c'est quoi finalement ? L'homéopathie, c'est quoi ? C'est une grande question. J'y ai beaucoup réfléchi parce que, étant sceptique au départ, je me suis intéressée quand même à la recherche en homéopathie. J'ai lu beaucoup d'études, j'ai lu beaucoup de commentaires, j'ai rencontré beaucoup de médecins homéopathes. Et finalement, j'en suis arrivée à la conclusion que l'homéopathie, c'était une prise en charge globale des patients, ça c'est certain, c'est-à-dire qu'on les voit sous un autre angle, on ne les voit plus sous l'angle de l'organe. Donc c'est une vraie philosophie de soins parce qu'on n'aborde pas la maladie de la même façon. On n'aborde pas le symptôme de la même façon. Donc je dirais en un abord global de la pathologie et une prise en charge du patient en entier. Ça, c'est très important. Après, dans l'homéopathie, on a l'utilisation d'un outil qui s'appelle le médicament homéopathique. Alors ce médicament homéopathique, il est très bizarre, puisque il n'y a pas de molécules dedans, tout le monde le sait, on l'a encore beaucoup entendu là sur les antennes dernièrement, et pourtant il marche.
comme dirait l'autre. Et pourtant, il fonctionne. Et je ne me prétends pas scientifique, mais quand même un petit peu en étant médecin. Évidemment, ça me pose aussi des problèmes. Et moi qui l'ai donné au début à mon chien, à mes enfants, qui intentionnellement, en particulier sur mon chien, me trompais de médicaments pour bien vérifier que c'était pas un effet uniquement placebo. Je me suis dit, bon, ce médicament fonctionne. Alors après, dans les études que j'ai regardées, on s'aperçoit que l'homéopathie, elle est basée sur le principe de ce qu'on appelle la similitude, on appelle la loi des semblables, et qu'avait déjà décrit Hippocrate au IVe siècle avant notre ère, et qui consiste en fait à penser qu'une substance prise à l'état moléculaire, donc à forte dose et qui donne un symptôme, peut, à dose toute petite, inverser ce symptôme. Donc c'est Hahnemann, le fameux médecin Samuel Hahnemann, qui a montré ça sur la quinquina. La quinquina donnait des fièvres et des douleurs intestinales, et quand il le prenait à toute petite dose, eh bien les symptômes disparaissaient. Donc il a expérimenté ainsi des dizaines, des centaines de produits pour prouver cet effet d'inversion de dose, qui est vraiment la base de l'homéopathie. Ensuite, il y a les dilutions. Alors les dilutions, elles se sont faites parce que plus les doses sont petites, plus on a une efficacité et moins évidemment on a d'effets secondaires. Donc on n'a plus l'effet toxique de la plante, on reparlera des souches tout à l'heure, mais de la plante ou du minéral, et on n'en a plus que l'effet positif sur l'organisme, l'effet moteur, l'effet activateur de quelque chose que je n'ai encore pas identifié, qu'on n'a pas identifié à ce jour. Donc ça, les dilutions sont venues de ce principe qu'il fallait avoir des doses les plus petites possibles pour avoir l'efficacité sans les effets secondaires. Troisième principe, c'est la dynamisation. Donc il a été maintenant bien prouvé, alors pour les gens que ça intéresse, il faut lire les travaux de Manja, il faut lire les travaux de Louis Rey, il faut lire les travaux de Luc Montagnier, il faut lire les travaux du professeur Marc-Henri, et toutes ces personnes-là ont montré que quand on secoue quelque chose, quand on secoue un solvant, les molécules d'eau se réorganisent et qu'on va avoir des nanostructures d'eau qui vont avoir un aspect différent. Et quand vous mettez une souche homéopathique diluée dans ce solvant et que vous enlevez toutes les molécules, eh bien le produit que vous obtenez, ces nanostructures sont différentes en fonction de ce que vous avez mis dedans au départ. Et c'est la fameuse mémoire de l'eau qui a été très, très critiquée, mais quelque part, l'eau a gardé trace du produit qui était là au départ. Ça, c'est extraordinaire parce que ça remet en cause toutes nos connaissances scientifiques, bien sûr. Et vous mentionnez les souches justement pour voilà. Alors on dit souvent oui que l'homéopathie c'est comme moi mes patientes me disent oui mais c'est des plantes. Alors non, l'homéopathie c'est pas que des plantes. Il y a effectivement des plantes, par exemple arnica, mais on a aussi des animaux, des serpents comme l'achésis, vipera. On a des minéraux, du silice, phosphore, fer. Et puis on a des substances qui sont pas du tout naturelles. On peut par exemple fabriquer de l'homéopathie avec des médicaments. On peut diluer la cortisone de façon à avoir de la cortisone diluée qui va diminuer les effets secondaires de la cortisone médicamenteuse sans avoir d'effets secondaires. Voilà. Avec donc cette idée pour finir sur cette explication, ce seraient les basses dilutions pour des symptômes en fait locaux et des hautes dilutions qui seraient plus pour un signal un peu global. Tout à fait. Qui est donné à l'organisme. Oui, il y a une très très belle étude qui a été faite sur Gelsemium qui est parue dans une grande revue et qui a montré qu'en fait de donner des dilutions de Gelsemium, des hautes dilutions, ça faisait sécréter des neuromédiateurs et en particulier de l'allopregnolone qui est une substance qui impacte en fait le stress. Et donc on montre ainsi qu'il y a vraiment une chaîne, il y a un produit homéopathique qu'on donne à quelque chose, à quelqu'un, qui va faire comme un domino, qui va pousser quelque chose et on va avoir des réactions en chaîne avec des sécrétions de neuromédiateurs. Plus les dilutions sont élevées, plus on va avoir cet effet global. Et quand les dilutions sont basses, on a souvent encore quelques molécules dedans et on va avoir un effet beaucoup plus local, beaucoup plus symptomatique. Et alors, la question qui en découle, c'est en quoi c'est un plus dans la prise en charge gynécologique, pour le coup, puisqu'on parle santé des femmes ?
Oui, alors je dis, et encore plus par les temps qui courent, que si demain je devais me priver de l'homéopathie au quotidien dans mes consultations, soit je change de métier, soit je pars ailleurs. Parce que 90% des patientes que je vois ont des problèmes qui relèvent du déséquilibre. Déséquilibre hormonal qui leur donne des symptômes de type bouffée de chaleur, déséquilibre de la flore vaginale qui leur donne des problèmes de vaginose ou de mycose à répétition, déséquilibre de l'humeur, bref, plein de pathologies qu'on appelle avec un certain mépris quand on est médecin, des pathologies fonctionnelles. En clair, finalement, vous n'avez pas grand-chose, c'est pas si grave ce que vous avez. Ça veut juste dire c'est pas si grave au point de vous donner des médicaments potentiellement à risque, mais qu'on aurait envie de vous donner si c'était vraiment très grave. Là, on se dit, mais finalement, il n'y a qu'à rééquilibrer ces personnes. Et moi, il n'y a qu'à rééquilibrer ces personnes, je le fais avec l'homéopathie. Et si j'ai pas l'homéopathie, je ne sais pas faire. Voilà. Donc pour moi, en gynécologie, l'homéopathie a sa place en 1 dans tout ce qui est pathologie de déséquilibre. Toutes les situations de la vie, je pense à la puberté, à la grossesse, à la périménopause, où on sent bien qu'il y a un cap à passer, il y a un équilibre qui se perd, un autre équilibre qui se récupère. Et là, c'est la place de l'homéopathie. Comme je disais tout à l'heure, les pathologies de la flore vaginale, par exemple des mycoses à répétition, si on se contente de donner des ovules antifongiques, on tue le champignon, et bien si le champignon se plaît chez vous, il va revenir. Voilà. Donc l'idée, c'est de se poser la question, c'est pourquoi il est bien chez vous. Pourquoi il est bien chez vous ? Il peut être bien chez vous parce que, par exemple, vous avez un déséquilibre hormonal en deuxième partie de cycle et vous allez faire des mycoses toujours avant les règles. Là, on va pouvoir donner de l'homéopathie pour rééquilibrer les hormones. Il y a des patientes qui ont ce qu'on appelle des terrains, par exemple, où elles vont se laver beaucoup, elles aiment bien le sucre, c'est des patientes angoissées, elles ont des peaux claires. Ces terrains-là sont très sensibles aux mycoses. Donc, plutôt que de détruire le champignon, je vais m'intéresser au terrain de ces patientes, je vais les coacher en leur disant voilà, avec votre terrain, évitez de manger du sucre parce que voilà ce qui va se passer, et je vais donner un médicament homéopathique de terrain qui n'a pas comme but de transformer les patientes en autre chose, mais simplement de les rééquilibrer dans leur terrain et de faire qu'elles aillent mieux dans leur terrain sans déséquilibre. S'il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de symptômes, et c'est là la perception de toutes ces médecines globales. Oui, c'est ça, c'est à la fois, c'est ce qu'on entend dans ce que vous dites, c'est un traitement global et individualisé, oui. Puisque on sent quand même l'importance de l'écoute et de poser certaines questions, depuis quand, comment ça se traduit au quotidien, ça aussi c'est important, et ça prend du temps. Voilà. Alors c'est ce que disent nos détracteurs. Moi j'ai souvent des amis qui me disent mais tes patientes vont mieux parce que tu les écoutes. Alors premièrement, chaque médecin devrait écouter ses patients, donc ça ne me paraît pas un reproche digne de ce nom. Mais c'est pas faux que l'interrogatoire homéopathique va nous permettre de rentrer dans la vie des patients et surtout leur faire exprimer le ressenti. Quel ressenti vous avez de ça ? Quelle sensation vous avez ? Voilà. Et il est évident que ça intervient dans la relation thérapeutique et que ça intervient dans le fait que la personne va se mettre en mouvement après cet interrogatoire. Voilà. Alors ça n'est pas toujours suffisant et le médicament homéopathique va être un petit accélérateur sur cette première démarche qu'on a fait, mais c'est vrai que la consultation homéopathique est quelque chose qui va, comme je disais, mettre en mouvement les gens et leur faire exprimer des choses qu'ils n'ont peut-être jamais exprimées. Tout à fait. Et alors là, on parlait effectivement d'affections chroniques, mais ça peut être aussi un accompagnement global, peut-être moi je pense à l'hypofertilité, les parcours de PMA éventuellement, ou c'est aussi des parcours de long cours. Bien sûr, les pathologies chroniques, alors je pense à la PMA, on peut dire aussi l'endométriose, on peut dire l'accompagnement des cancers. Toutes ces situations-là sont des situations qui vont perturber non seulement l'équilibre physique, mais l'équilibre psychique, avec des vrais parcours du combattant dans lesquels l'homéopathie va avoir toute sa place, à la fois au moment de l'annonce, par exemple quand on vous annonce que votre hypofertilité a peut-être une origine organique et qu'il va falloir se décider pour faire des procréations médicalement assistées, c'est un grand choc, c'est un choc, c'est un deuil d'une grossesse spontanée, il y a beaucoup de choses qui se passent là. La crainte des médicaments, la crainte de la technique, parce que tous ces parcours vont être extrêmement médicalisés, avec peu de place
place pour l'écoute parce que il faut aller vite, il y a des décisions à prendre, tout est fait un peu dans l'action et dans la précipitation. Et puis l'attente, est-ce que je vais être enceinte ce mois-ci, est-ce que je vais pas l'être, avec de temps en temps même des symptômes de grossesse avant de savoir que non, finalement ce mois-ci ça n'a pas marché. Donc des souffrances, beaucoup de souffrances, beaucoup d'appréhension, et l'homéopathie va pouvoir gérer à la fois la douleur physique, les contractions au moment des transferts, mais la douleur psychologique, et on est vraiment dans un accompagnement pas par pas à toutes les étapes du parcours. Et alors, on en vient justement à qu'est-ce qui détermine en fait le choix entre médecine allopathique et homéopathique, ou en d'autres mots, en fait, quelles sont les limites aussi à l'homéopathie? C'est une très grande question parce que moi, je suis identifiée comme gynécologue homéopathe et j'ai de temps en temps des patientes qui viennent et qui me disent « Voilà, je veux de l'homéopathie, je viens vous voir pour de l'homéopathie. » Alors je pense par exemple aux symptômes de ménopause. Alors je viens vous voir parce que je ne veux pas prendre d'hormones. Eh bien quelques-unes de ces personnes ressortent avec un traitement hormonal. Parce que je leur dis, vous ne pouvez pas faire un choix d'une thérapeutique. Vous devez faire le choix de ce qui va vous faire avancer. Moi, par contre, je peux vous guider là-dedans parce que je sais que, en fonction de vos bouffées de chaleur, de comment vous les tolérez, je sais que l'homéopathie aura des limites et que parfois, elle ne pourra pas aller dans ce que vous souhaitez, c'est-à-dire 0 bouffée de chaleur en 8 jours. Parce que je n'aurai pas forcément avec l'homéopathie cette puissance-là. Surtout si ça fait 3 ans que ça dure, que vous avez déjà essayé des tas de compléments alimentaires. Voilà, je vous conseillerais peut-être directement d'aller vers un traitement hormonal. Par contre, à d'autres moments, les patientes vont me dire, oh, vous allez me donner de l'homéopathie? Non, mais moi je veux pas du tout d'homéopathie. D'abord, j'y crois pas, j'en ai pris une fois, ça a pas marché. Et là, je vais leur dire, oui, mais dans votre cas, moi, je peux vous dire que c'est ce qui va marcher. Et surtout, c'est ce qui va vous permettre de ne pas récidiver. Parce que le reste, oui, ça va marcher, mais ça va marcher un temps. Donc, dans les pathologies chroniques, l'homéopathie va avoir vraiment tout son intérêt en accompagnement et en prévention des récidives, par exemple des infections urinaires. Et alors, quand on visite votre blog, Doc Homéo Gynéco, on voit que vous êtes très engagé pour une médecine dite intégrative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là ? Alors la médecine intégrative, pour moi, c'est le rêve que devraient viser tous les médecins et c'est le rêve de tous les patients, j'en suis persuadée. C'est en fait une médecine où il n'y a pas de frontière entre la médecine conventionnelle et les médecines complémentaires ou les pratiques complémentaires. Et il n'y a pas de frontière entre le soignant et le soigné. C'est-à-dire qu'il y a une vraie relation médicale de confiance qui s'instaure au début. Le médecin sert juste de coordinateur de soins. Et donc, si on prend par exemple un parcours d'endométriose, le coordinateur en médecine intégrative va dire, écoutez, vous avez un kyste à l'ovaire d'endométriose qui fait 8 cm, donc il va falloir à tout prix vous opérer. Mais comme je vous sens angoissé, on va vous faire une séance d'hypnose avant l'intervention. Et puis après, comme vous souhaitez avoir un enfant, évidemment, on va pas vous mettre sous pilule, mais on va tout de suite vous faire prendre en charge en acupuncture et en homéopathie pour que vos cycles soient vite réguliers. Et puis, comme pour vous, on sent que c'est compliqué, je pense que le yoga, ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant. Vous avez une alimentation qui est un peu perturbée et puis vous fumez, donc le sevrage tabagique, on va vous accompagner aussi là-dedans, voilà. Et c'est identifier en fait à la fois la médecine conventionnelle qui va convenir dans certaines situations, les pratiques complémentaires qui vont convenir et le mode de vie, ce qu'on appelle le fameux lifestyle, qui est très à la mode actuellement et qui redonne finalement le pouvoir au patient d'être acteur de sa santé. Parce que on peut jouer sur son mode de vie. Nous, on est là pour conseiller, mais c'est le patient, moi je dis toujours aux patientes, les ressources, vous les avez. Maintenant, je vous les ai données, je vous ai guidées, mais c'est à vous de les mettre en jeu. Vous allez peut-être pas le faire tout de suite, peut-être que l'arrêt du tabac, ça sera pas maintenant. Mais ceci dit, vous savez, vous pouvez le faire le jour où vous le souhaiterez, et vous allez progressivement vous mettre en mouvement. Donc la médecine intégrative, c'est cette notion-là. Il n'y a pas de bonne médecine, de mauvaise médecine. La bonne médecine, c'est celle qui utilise le meilleur de tout pour que le patient aille mieux. Voilà. Et toujours en relation avec le soignant. Et dans la médecine intégrative, le soignant doit aller bien. C'est-à-dire que le soignant se prend en charge aussi. Parce que happy doctor, happy patient, si le docteur il est content, le patient il va mieux déjà. Voilà. Donc il y a aussi cette notion d'équilibre
entre le soignant et le soigné. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Chacun est main dans la main, cette notion de main dans la main. Accompagnement tout au long du parcours. Vrai accompagnement. En duo, quoi. Et pas de jugement, et pas de, et pas d'a priori. Moi, quand quelqu'un me dit, voilà, j'ai fait telle pratique, si je connais pas la pratique, et même si elle me paraît un peu bizarre, à partir du moment où le patient me dit, moi, ça m'a fait du bien, et c'était pas un escroc, j'ai pas payé des fortunes, voilà, ça lui a fait du bien. Voilà, et ben après, peut-être qu'on saura dans 100 ans pourquoi ça marche. Et alors pour le coup, on ne peut pas s'empêcher bien sûr de penser au cancer et à ce qu'on appelle en fait les soins de support, c'est-à-dire aussi l'accompagnement justement on peut imaginer après une chimiothérapie les difficultés aussi de suivre une chimio sur le long cours. Là aussi, l'homéopathie a eu des résultats. L'homéopathie a gagné, je pense, ses lettres de noblesse dans effectivement l'accompagnement des chimiothérapies. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de centres hospitaliers qui ont maintenant intégré une vraie consultation d'homéopathie. Je pense en particulier à l'Institut Raphaël, qui est donc à Paris, enfin dans la banlieue parisienne, où il y a une consultation d'homéopathie. Et ça, les soins de support, un anti-vomissement, c'est un soin de support. Donc les soins de support, ça peut être du conventionnel ou du non conventionnel. L'homéopathie, son intérêt, c'est que le médicament que nous utilisons en tant qu'homéopathe n'a aucune interaction médicamenteuse par rapport à des compléments alimentaires, la phytothérapie. Donc il n'y a pas d'interaction médicamenteuse et il n'y a pas d'effet indésirable. Donc on ne peut avoir que du bien. Et ça, c'est très sécurisant pour les oncologues qui ont vite compris que on pouvait laisser les patients avoir de l'homéopathie, même si l'oncologue n'y croit pas forcément. En tout cas, maintenant, il est admis qu'on peut suivre un traitement homéopathique pendant tous ces traitements, radiothérapie, chimiothérapie. Mais c'est venu sur le tard. C'est-à-dire que dans certains pays, je dirais la médecine intégrative, est apparue il y a une vingtaine d'années, si ce n'est plus. Et là, effectivement, ça commence tout doucement, parce que dans d'autres pays, alors les plus proches, bien sûr, on pense à l'Allemagne, la Suisse, il y a des centres pluridisciplinaires où des professionnels de santé côtoient d'autres thérapeutes et où il y a effectivement tout un suivi. Vous parlez d'hypnose, mais ça peut être les thérapies comportementales ou le jeûne. Voilà. Donc en France, En France, nous sommes très en retard. J'y réfléchis depuis très longtemps pour analyser ça. Je pense que simplement, on est le petit village gaulois. On a toujours cette caractéristique de faire les choses un peu différemment. Et bon, après, j'ai pas de jugement là-dessus. L'essentiel, c'est de ne pas priver nos concitoyens de ces techniques, parce que si on les prive à l'intérieur de notre territoire, les personnes maintenant, avec Internet, avec la mondialisation, vont aller ailleurs. Et ça me fait très peur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des pays où certains professionnels de santé revendiquent le traitement de cancer par des méthodes alternatives, cette fois-ci, donc qui ne sont plus complémentaires. Et je n'ai pas envie que mes patientes aillent dans certains pays se faire soigner leur cancer par des plantes uniquement. Voilà, ça ne me paraît éthiquement pas recevable. Donc pour éviter la fuite des patients, pour trouver des thérapeutiques qui leur conviennent, le plus simple, c'est d'intégrer à nos pratiques sécurisantes de médecine conventionnelle des pratiques complémentaires avec des intervenants en pratiques complémentaires légitimes, connus, reconnus, qui ne sont ni des escrocs ni des charlatans, et à qui on peut confier nos patientes, nos patients et nos patientes. Vous y travaillez déjà, puisqu'il y a le JETCOP, donc un groupe d'experts. Tout à fait. Donc le JETCOP, c'est un groupement d'études des thérapeutiques complémentaires, donc qui a comme mission justement de servir d'intermédiaire un petit peu entre le système politique et puis la base des praticiens en pratiques complémentaires. Donc on attend beaucoup de ce groupe qui va progressivement évaluer toutes les pratiques complémentaires avec des méthodes d'évaluation qui vont leur correspondre, pour faire un tableau des pratiques complémentaires les plus reconnues, de leurs indications et, comme vous disiez tout à l'heure, aussi et surtout de leurs limites, pour prévenir les patients et les protéger.
Et alors, en juin dernier, ça c'est très intéressant aussi, ouvrait le centre ressources Lyon, dans lequel nous nous trouvons actuellement. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi consiste ce centre ? Alors, pour faire simple, donc le centre ressources Lyon est le 6e de 7 centres ressources en France. Et c'est un concept, en fait, qui a 2 pôles. Un pôle mieux-être, dans lequel on va trouver des pratiques psychocorporelles, nutrition, alimentation, image de soi, un pôle social et puis un accompagnement thérapeutique. Et donc ces centres sont des centres d'accompagnement de personnes qui ont des cancers, quel que soit le type de cancer, quel que soit le stade du cancer, homme, femme, enfant, à tous les parcours, ça veut dire au moment de l'annonce, pendant les chimiothérapies, la radiothérapie, et aussi 10 ans après un cancer, si quelque chose n'a pas été bien digéré, s'il reste des séquelles de traitement. Donc ce n'est pas un centre de soins, il n'y a pas de prise en charge, par exemple, de nausées, mais on va prendre en charge les gens de façon globale. Et on va leur proposer surtout des outils de gestion de stress, des outils de prévention tertiaire, comment manger sainement, comment manger santé, comment se remettre après une chimiothérapie à marcher régulièrement, qu'est-ce que c'est une activité physique modérée, intense. On fait de l'éducation aussi sur la maladie et il y a évidemment toute une partie de soutien psychologique qui se fait dans des groupes qu'on appelle des groupes soutien expression sur 1 an. Et l'ambition de ces centres, en fait, c'est de montrer que par ce type d'accompagnement qui finalement ne coûte rien, on peut améliorer la qualité de vie des gens et au-delà, améliorer la quantité de vie, c'est-à-dire prolonger la vie de personnes qui auraient des cancers de mauvais pronostic, mais aussi éloigner les récidives de cancer, en plus évidemment des traitements conventionnels, puisque nous plaçons bien en complémentarité du système de soins habituel du cancer. Peut-être quelques mots justement sur d'où est née cette idée, puisque vous mentionniez 7 centres. Oui, donc l'idée est née d'un oncologue qui s'appelle Jean-Loup Mouisset et qui a créé le premier centre ressources à Aix-en-Provence et qui, alors qu'il était jeune interne en oncologie, a lu des études qui disaient qu'un soutien psychologique et le mieux-être pouvaient améliorer la quantité de vie des personnes atteintes de cancer. Et donc ça l'a passionné, il est allé se former aux États-Unis, il est revenu avec ce concept qu'une prise en charge globale d'un patient atteint de cancer pouvait vraiment avoir un effet sur sa santé en termes, je vous dis, d'années de vie et de qualité de vie. Et voilà, il est porteur de ce projet, c'est une personne extrêmement humaine et donc il continue à être oncologue. Et voilà, moi lorsque je l'ai rencontré, je partage complètement sa vision d'une prise en charge globale, sa vision qu'on peut aider les personnes avec des outils tout à fait simples et que donner aux personnes ces outils-là, eh bien, ça va leur permettre non seulement de se sortir de leur premier cancer, mais peut-être d'éviter des maladies cardiovasculaires plus tard, et puis de diffuser la bonne parole autour d'eux et aussi d'avoir ça fait une tache d'huile en fait dans leur entourage. Ces personnes, elles vont pouvoir être ambassadeurs de la conservation de la bonne santé et dire peut-être un jour, finalement, j'ai eu ce premier cancer, et ça m'a apporté parce que j'ai pu apprendre des tas de choses, j'ai pu peut-être faire une reconversion professionnelle, et puis on espère devenir bénévole dans le centre, puisque ça c'est la cerise sur le gâteau quand on a un bénéficiaire qui dit maintenant moi je veux passer de l'autre côté et puis je veux être à vos côtés pour aider les autres. C'est vraiment du bonheur. C'est ça, et ce que j'entends, c'est que c'est ressources pour les patients et les patientes, et puis ça peut être ressources aussi pour les professionnels, puisque c'est pas forcément aussi, c'est un thème pas évident où on peut effectivement avoir besoin de pluridisciplinarité, d'autres outils en fait pour accompagner. Oui, donc, complètement. Et quand on voit vraiment le nombre d'intervenants qui viennent proposer, c'est du bénévolat, donc les intervenants sont bénévoles, et alors qu'ils ont des cabinets libéraux, les profs de yoga, les profs de qigong, méditation, qui viennent comme ça nous offrir du temps, et en plus qui repartent
repartent en disant merci pour ce que vous faites, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est une entreprise, puisqu'on a quand même des budgets à équilibrer, mais c'est une aventure humaine et solidaire, qui, pour moi, a donné vraiment un sens au métier que je fais. Écoutez, merci beaucoup. Et on souhaite que ça se développe, puisque c'est tout à fait possible d'en avoir. On a un site internet des centres ressources et on a Facebook aussi, bien sûr. Voilà. Merci infiniment, Christelle Bénard-Charvet. Merci à vous. Les Femmes Sages est une émission réalisée par Mathieu Sisviller sur une musique originale de Noufissa Kabou et Emmanuel Simula. Tous les épisodes sont disponibles sur Spotify, Deezer et toutes les bonnes applications de podcast. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous.